Vous voyez toujours la présentation là? Il y a un truc qui a changé sur l'ordi. Pas en plein écran. D'accord. Là, c'est bon? Oui. Ok. On nous entend? Bon, ben, on va commencer ce webinaire donc, qui concerne le PEPR, Système alimentaire, microbiome et santé, qui a pour objectif de présenter les priorités du programme, le contexte et ce premier appel à projet qui est piloté par l'ANR. Donc, on a la chance d'avoir, enfin, vont intervenir et on a la chance de les avoir pour l'organisation du webinaire, à la fois les trois directrices, directeurs du PEPR, donc Evelyne Jouin-Marche pour l'INSERM, Louis-Georges Solaire pour INRAE et moi-même, Emmanuel Maguin. Et puis, pour l'ANR, Henri Rixpinler, euh, Marion Pat, Gabrielle Lacombe et j'ai mentionné Daniela Foriani qui nous aide beaucoup sur sur la mise en œuvre du PEPR. Voilà. Donc, on va commencer. Peut-être Gabrielle Lacombe. Oui, bonjour On à va faire tous. une petite intro. Allez-y. Je tiens juste à rappeler quelques détails pratiques concernant ce webinaire. Donc, sachez qu'il est enregistré et qu'il sera publié sur la page de l'appel à projet de l'appel à projet SAMS et sur notre chaîne YouTube côté ANR. Les micros des participants, s'il vous plaît, doivent être coupés et nous vous demandons de garder le silence le plus possible pour laisser les intervenants libres de faire leur présentation. Vous avez sur le côté, comme vous l'avez vu certainement, un volet discussion. Nous vous invitons à écrire vos questions au fil de l'eau. Nous y répondrons dans un moment dédié en fin de webinaire. Si vous avez toutefois des questions un petit peu plus tardivement qui vous viennent à l'issue de cette présentation, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse que nous allons vous partager dans le chat. Donc, c'est pepr-sams@anr.fr. On vous répondra directement. Et toutes les questions seront compilées, et leurs réponses, bien sûr, dans une FAQ qui sera mise à disposition au téléchargement sur sur la page de l'appel à projet. Donc, n'hésitez pas à poser des questions plus tard. Si nous avons besoin de précisions pour vous répondre aujourd'hui, on vous réécrira un petit peu plus tard, mais toutes les questions que vous écrivez là vont de toute façon obtenir une réponse. Voilà. Je vais passer la parole à Emmanuel Maguin pour faire une présentation de euh, la stratégie nationale alimentation durable et favorable à la santé. Et ensuite, nous allons présenter le PEPR, son contexte, et puis les attentes évidemment de l'appel à projet. Voilà. Très bon webinaire à tous. Merci, Gabrielle. Donc, donc en fait, pourquoi présenter rapidement cette stratégie alimentation durable et favorable à la santé? Parce qu'en fait, le PEPR, Système alimentaire, microbiome et santé, fait partie de cette stratégie nationale d'accélération qui est composée de différents instruments qui sont organisés pour aller de la recherche fondamentale vers la recherche industrielle, le développement et la validation. Et donc, à travers ces différents instruments, il y a une cohérence en termes de stratégie vers une montée en TRL, donc Technology Readiness Level, c'est-à-dire se rapprocher en fait de recherche-développement et de produits qui puissent être mis sur le marché. Voilà. Donc, le PEPR est positionné sur des aspects de recherche fondamentale. Il va être en forte interaction avec d'autres instruments de cette stratégie nationale, notamment le consortium Astragal, qui va être l'instrument principal pour transférer, prématurer et maturer les résultats innovants qui seront obtenus dans le cadre du PEPR. Et puis, finalement, il y a des relations aussi avec les quatre autres instruments, mais sur lesquels je ne vais pas
rentrer dans le détail aujourd'hui. Donc, très rapidement, ce PEPR, système alimentaire, microbiome et santé, qu'on appelle SAMS, a été validé, en fait, son document de cadrage a été validé en mai 2023. Et depuis, nous travaillons sur la mise en œuvre, l'implémentation, le développement de ce programme. Donc, il comporte 2 piliers. Un pilier plus focalisé sur les aspects microbiome et santé et un pilier focalisé sur système alimentaire et déterminant du comportement des consommateurs. Le budget global du PEPR est de 60 millions d'euros sur une durée de 7 ans, avec 50 millions d'euros qui sont dédiés au pilier microbiome et santé, 10 millions d'euros sur le pilier système alimentaire déterminant du comportement des consommateurs. Et bien sûr, cette somme globale doit aussi nous permettre de développer des choses qui sont à l'interface des 2 piliers. Et on y reviendra dans cet exposé. Voilà. Les enjeux principaux du PEPR, tels que définis par le MESRI et le SGPI, sont de s'intéresser à l'influence du microbiote humain dans la régulation et le maintien tout au long de la vie des fonctions vitales, autrement dit de la santé, et puis de comprendre les interactions entre comportement, inégalités sociales et nutritionnelles et informations délivrées aux consommateurs et modèles productifs. Alors, passons maintenant à la présentation des axes de recherche du PEPR. Ce qu'on va faire en 3 directeurs du programme. Donc, comme vous avez vu, on va tout vous présenter parce qu'en fait, l'appel à projet est bien ouvert sur l'ensemble de ces axes. Donc, le contexte qui a amené à l'implémentation de ce PEPR, c'est en fait qu'on est face à une incidence croissance des maladies chroniques depuis le milieu du siècle dernier, qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est un risque majeur pour la population. Aujourd'hui, en France, il y a 1 personne sur 4 qui est affectée par une de ces maladies chroniques, et c'est bien sûr intenable pour les systèmes de santé. Au cœur de cette problématique se trouvent les interrelations entre l'alimentation, les microbiomes et leur hôte, et la santé, et les changements liés à nos sociétés. Donc notamment l'altération de la symbiose entre les hommes et leur microbiome, le changement des comportements alimentaires individuels et en population. Donc changer les tendances de comportement de consommation est déterminant pour à la fois la durabilité des systèmes alimentaires et aussi les transitions qui doivent être implémentées pour améliorer la santé globale de l'homme, bien sûr, mais aussi des systèmes de production et de la planète. Et donc, c'est dans ce contexte que s'est construit le PEPR SAMS avec comme objectif majeur de développer les connaissances et l'innovation autour de ces problématiques. Donc, en schéma général, très brièvement, donc il y a différents volets dans le PEPR, un volet de gouvernance, évidemment, sur lequel on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Les deux piliers, microbiome et santé et système alimentaire, qui sont chacun construits autour de 4 axes, et puis des aspects, des problématiques à l'interface qui seront aussi développées dans le cadre de ce projet. Pour attaquer ces différents axes, ces différentes priorités scientifiques, on s'appuie sur des appels à projets comme celui dont on va discuter aujourd'hui. Il y en a 2 qui sont prévus dans le cadre du PEPR, et puis des projets ciblés qu'on vous présentera aussi brièvement. Donc, les 4 axes pour le volet microbiome et santé sont les aspects d'exposition, l'exposome, qui inclut l'alimentation, une meilleure compréhension des mécanismes d'interaction entre microbiote et hôte, ou hôte et microbiote, l'identification de biomarqueurs, diagnostic et pronostic, et puis évidemment l'ensemble de ces connaissances, mais aussi d'autres projets
doivent permettre de développer des approches préventives et de thérapie. Sur les aspects système alimentaire, on retrouve 4 axes aussi. Donc, un qui concerne les comportements du consommateur, leurs déterminants et les leviers qui sont existants, qui peuvent permettre de changer ces comportements, de faire évoluer ces comportements, les dispositifs qui peuvent être mis en œuvre pour faire évoluer l'ensemble de ces problématiques. Et le 8e axe du PEPR concerne des débouchés, des recommandations, des évolutions de politique publique. Lynn? Oui, donc Oui. bonjour à tous, Ouais. vous m'entendez? Oui, très bien. Donc tout d'abord, merci à tous de l'intérêt que vous portez pour le PEPR SAM. Pour nous, c'est un gage que finalement Emmanuel et Louis-Georges, nous avons bien travaillé. Merci à l'ANR aussi pour son soutien et les échanges fructueux que nous avons eus. Et juste pour rappeler, les axes qu'on va vous présenter sont quand même le fruit et le résultat d'une convergence et d'une synergie d'action avec des chercheurs qui sont qui évidemment sont labellisés ou rattachés à l'INSERM et à l'INRAE, mais pas que. Nous avons depuis 2 ans fait une large consultation au travers aussi des autres organismes, dont le CNRS, Institut Pasteur, et puis je vais en oublier plein, donc je vais m'arrêter. Là, des universités évidemment, des CHU, de la PHP, pour consolider ces appels à projets, pour consolider l'appel à projets et les axes. Donc, je vais aller très brièvement puisque ces axes vous sont exposés dans l'appel à projet. Donc, le premier, c'est d'identifier les liens entre les facteurs environnementaux, les microbiomes et de comprendre les modes d'action. Donc, il y a 3 sous-axes, 3 actions majeures pour lesquelles vous pouvez donc faire vos propositions d'amis qui sont caractériser les profils. Donc, surtout, c'est des signatures du microbiome qui sont liées à la présence d'une pathologie. Excusez-moi parce que je ne lis pas tout. Voilà, d'une pathologie future chez les individus sains et des signatures qui ne sont liées ni à la présence d'une pathologie ni à son développement actuellement. C'est d'évaluer la variabilité des profils des microbiomes liés ou non à la présence au développement d'une maladie au niveau individuel et donc en fonction des caractéristiques intrinsèques des individus et de leur exposition environnementale en tenant compte d'un large éventail de composantes, y compris celles liées à l'origine géographique et au statut économique. Et puis évidemment, un enjeu et un challenge, ça sera de comparer les données épidémiologiques, biologiques et cliniques afin d'évaluer le rôle médiateur du microbiome en tenant compte de l'impact des facteurs environnementaux les plus couramment observés, seuls ou en combinaison, sur la santé de l'enfant à l'adulte et chez les deux sexes. Évidemment, comme vous l'avez compris, comme Emmanuel vous l'a très bien présenté, l'alimentation est au cœur des facteurs importants sur le microbiote, mais on sait qu'il y a d'autres facteurs et donc on ne les a pas à ce niveau-là totalement exclus actuellement. Et donc l'objectif de cet axe 1, c'est clairement de mener des études interventionnelles testant l'impact des changements d'habitudes alimentaires, des choix de nourriture, des coûts économiques, psychologiques sur les microbiotes qui sont fortement encouragés. La deuxième axe, donc là, on est au cœur d'une recherche quand même très fondamentale, hein, puisque c'est de comprendre les mécanismes d'interaction entre microbiote dans la santé et la maladie. Donc, sont décrits là tous les mécanismes qui correspondent donc à cette compréhension, c'est-à-dire les mécanismes d'action des facteurs environnementaux et de l'alimentation sur la composition et les fonctions du microbiote en capitalisant sur les données épidémiologiques de l'axe 1, parce que évidemment, les axes sont quand même interconnectés et il sera évidemment possible pour vous
de développer des projets de recherche et de proposer des projets de recherche intégrant plusieurs axes. Donc, c'est la dynamique de la symbiose hôte microbiote sous l'influence de divers facteurs de stress, dont évidemment, vous avez compris l'alimentation, les molécules microbiennes et de l'hôte qui maintiennent ou perturbent les écosystèmes microbiens et les mécanismes qui sous-tendent l'équilibre fonctionnel, la symbiose entre ces deux partenaires, les effets du microbiote et des mécanismes de ces effets sur l'hôte, donc le métabolisme, le système alimentaire, le système neurovasculaire, etc. Les rôles de la génétique microbienne et de l'hôte dans l'équilibre des écosystèmes microbiens, les interactions entre les différents types de micro-organismes, c'est-à-dire les bactéries, les champignons, les protistes, et évidemment les virus qui sont associés. Et enfin, c'est la modulation des modèles symbiotiques par les microbes entrants environnementaux potentiellement bénéfiques ou pathogènes. Donc la diapo suivante vous décrit donc l'axe qui donc est quand même hyper important et lequel permettra effectivement d'interagir avec les autres éléments de cette stratégie d'accélération. Donc, c'est identifier des biomarqueurs d'exposition, de diagnostic et de pronostic de la relation hôte-microbiome. Donc, deux challenges importants, c'est d'aller vers l'identification de profils combinatoires de paramètres, indicateurs retenus chez les individus sains par rapport aux patients, dans l'objectif est de définir ce qu'est un microbiote symbiotique, pour ne pas dire normal, mais on a exclu ce vocabulaire en sachant que pour l'instant, comme vous le savez, on ne sait pas ce qu'est un microbiote normal. Et c'est évidemment de mieux comprendre la symbiose entre microbiome et hôte, et donc le dynamisme, la robustesse, la réversibilité, et son altération, évidemment, c'est discontinuité et des changements d'état stable, dans le but d'identifier les signaux qui annoncent les transitions critiques et les transitions malheureusement vers la dysbiose. Donc, en résumé, l'enjeu de ces deux actions, de ces deux axes que vous propose, c'est la compréhension de ces concepts en termes de mécanismes qui conduira à l'identification de nouveaux marqueurs d'état sain ou pathologique et à la définition de stratégies innovantes et suivies de l'état de symbiose. Et enfin, l'axe 4, qui est en fait un axe qui va recueillir en fait les fruits des axes 1, 2 et 3, et qui est donc dans la continuité, c'est évidemment les interactions hôte microbiome pour la prévention et la thérapie, avec le développement d'approches pour moduler le microbiome de personnes à risque de développer une maladie chronique et des patients, puisqu'on doit répondre donc à cet enjeu de santé, la validation de ces solutions considérant leur impact sur le dialogue hôte microbiome à plus ou moins long terme, et seront évidemment privilégiées les maladies pour lesquelles le microbiome constitue a priori un levier préventif et thérapeutique. Et c'est évidemment aussi l'identification de composants du microbiome influençant l'efficacité et la toxicité des médicaments et le développement d'approches visant à les moduler en vue d'une optimisation thérapeutique. Donc là, l'enjeu majeur est d'abord d'aborder la médecine de l'holobionte, intégrant les interactions hôte-microbiome, dans le but d'améliorer significativement l'efficacité et la tolérance des approches préventives et thérapeutiques. Donc la diapo suivante, c'est pour brièvement vous présenter les projets ciblés du pilier microbiome et santé. Ces projets, pareil, ont été adressés et ont été composés, ont été instruits, ont été rédigés en prenant des experts de différents instituts. Et pour au moins ce pilier-là, ils ont pour but, et le but et l'objectif recherché, c'était d'accompagner les projets lauréats de l'appel des deux appels à projets. Donc, il nous a semblé important de travailler au niveau d'une plateforme préanalytique. Donc, il s'agit là de cartographier des CRB microbiotes, donc de définir et de partager les meilleures pratiques pour la collecte des échantillons de sel et leur préparation
encourager l'utilisation de méthodes harmonisées assurant la comparabilité des résultats. Il y a donc le projet Cohorte et Microbiome qui est donc de mieux connaître le microbiome de la population française en soutenant le projet France-Gut et en caractérisant les microbiomes de population générale et de patients pour caractériser les microbiomes à partir d'échantillons existants ou nouvellement collectés à travers un appel à manifestation d'intention. Et donc ça, je pense qu'avec Emmanuel, nous referons un webinaire pour vous présenter l'ensemble de ce projet Cohorte et Microbiome. Il y a Cloud 4SAM, qui est un ensemble d'outils d'analyse et de formation pour offrir un environnement pour vous permettre d'analyser les données respectant les réglementations en vigueur. Il y a donc la plateforme Cultissimo, qui est un réseau pour la culturomique et qui permettra d'isoler des espèces microbiennes sans priori ou ciblées et de construire des consortia fonctionnels à partir des souches phénotypées. Et enfin, il y a le projet Clotamina, qui est un réseau de 4 plateformes clonobiologiques. Et là, on a fait appel déjà des structures existantes au niveau et reconnues au niveau national et certaines même le sont au niveau Europe, qui vous fournira des rongeurs axéniques et des capacités d'expérimentation associées avec de nouvelles méthodologies. Je pense que je passe la parole à ce point-là à Louis-Georges. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? C'est bien là? Oui, très bien. Super. Donc, je vais vous décrire aussi rapidement là, le deuxième pilier, donc, qui est plutôt centré sur consommation alimentaire, comportement alimentaire et système alimentaire. Le point de départ est le même que celui qu'a mentionné Emmanuel. C'est évidemment la question des relations entre l'alimentation et les risques de santé, donc différentes maladies chroniques, obésité, etc., associées aux pratiques alimentaires. Mais c'est aussi en embarquant deux dimensions additionnelles qui sont, d'une part, la problématique des inégalités sociales de santé, dont vous savez tous qu'elles sont importantes, et en particulier avec un marqueur important relié à la question de l'alimentation et aux pratiques alimentaires. Et puis le deuxième point que je rajoute là, c'est celui des impacts environnementaux, parce qu'on voit bien que face aux grands défis environnementaux auxquels on a à faire face, la question de l'alimentation et des pratiques alimentaires est assez centrale. On peut juste mentionner là la question de la végétalisation de l'alimentation, en tout cas d'une certaine végétalisation de l'alimentation, qui est un point important. En tout cas, face à tous ces enjeux-là, on voit bien qu'il y a la question posée d'une nécessaire évolution des comportements alimentaires, qu'on les considère au niveau des individus ou des populations, que ce soit la population générale ou des populations particulières. Et au fond, face à ce défi-là, des comportements alimentaires requis pour faire face à toutes ces dimensions-là, on a plusieurs points de verrou, en tout cas de questions assez cruciales, qui sont au fond dans quelle trajectoire individuelle, dans quelle dynamique sociale peuvent s'inscrire ces évolutions de comportement alimentaire, quels en sont les freins, les déterminants et les possibilités. Je vais revenir dans un instant dessus. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on ne peut pas penser la dynamique des comportements alimentaires sans penser en même temps la dynamique de l'offre alimentaire, et donc à la fois des caractéristiques des produits, de l'environnement alimentaire, des nouveaux produits qui pourraient permettre de répondre à tel ou tel enjeu. Donc ça, c'est une autre dimension qui est présente aussi fondamentalement dans nos approches. Et puis, in fine, ça a été mentionné là, le débouché de tout ça, c'est aussi du coup, quels sont les leviers d'action, quels sont les leviers d'intervention qu'on les considère au niveau individuel ou populationnel, et en particulier à travers l'enjeu des politiques publiques, quels que ce soit à des niveaux local, national, européen, les politiques publiques associées à l'alimentation. Suivante, s'il te plaît. Voilà, donc on a quatre grands sujets que j'ai rapidement mentionnés là, qui au fond celui des déterminants, des modalités des changements de comportement alimentaire. Et donc de mieux les comprendre et du coup à la fois en ayant recours à des approches psychologiques, économiques, sociologiques, mais aussi de prise en compte ouais, on reste sur ça. Donc, donc des déterminants psychologiques, économiques, sociaux liés à l'environnement alimentaire qui rend possible ou qui contraire freine ces changements de comportement. Le deuxième sujet,
qui le prolonge, hein, c'est au fond l'évaluation des leviers d'action permettant d'accompagner des changements dans le sens vertueux des comportements alimentaires, leviers d'action publics ou privés, et qui se situe soit au niveau individuel, accompagnement d'un individu, accompagnement d'une personne qui est qui est en pré-diabète, par exemple. Ça peut être des personnes dans lesquelles l'enjeu est un accompagnement individuel, mais ça peut être aussi des éléments plus globaux d'intervention, par exemple, mise en place de l'étiquetage alimentaire ou des taxes nutritionnelles, ou en tout cas toute une série de leviers qui relèvent des politiques publiques. Et ça peut être basé soit sur des données d'observation, je dirais, ex post, qui analysent l'impact, par exemple, d'un étiquetage qui a été mis en place au cours des dernières années, ou qui vont faire de l'expérimentation et des interventions, donc sur des bases expérimentales, pour évaluer des leviers d'action. Le troisième sujet, je l'ai rapidement mentionné, c'est avec un focus important sur l'hétérogénéité des comportements et avec un intérêt marqué pour ce qui concerne ce pilier sur les populations défavorisées et en précarité alimentaire. Donc, il y a un axe là qui essaye vraiment d'aller dans la compréhension à la fois des déterminants de la précarité alimentaire. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des populations qui sont de plus en plus importantes et qui recourent à l'aide alimentaire, par exemple. Donc, on a des basculements de certaines catégories de la population vers des situations plus complexes en matière d'alimentation. Et au fond, il s'agit de bien les comprendre, ces mouvements de population, ces mouvements individuels, et d'évaluer, de discuter, d'analyser les outils pour les accompagner. Donc, ça peut être l'aide alimentaire, ça peut être des transferts monétaires. En tout cas, il y a toute une série d'outils qui peuvent être utilisés pour rendre possible, accompagner l'amélioration de l'alimentation des catégories de population qui sont en situation de défavorisée du point de vue de l'alimentation. Et dernier point que je mentionnerai là, je l'ai dit, c'est difficile de penser la dynamique des comportements alimentaires sans intégrer quand même quelque part l'enjeu de l'évolution de l'offre alimentaire, de ses caractéristiques. Et donc là, on a un axe qui embarque ce sujet-là. Alors avec une dimension un peu particulière dans cet axe-là, qui est en lien avec toute la problématique des systèmes alimentaires locaux. Vous savez probablement qu'il y a des dynamiques aujourd'hui assez importantes portées par les collectivités locales, par les départements, par des communes, pour essayer de structurer, de faire évoluer à la fois la demande et l'offre alimentaire locale. Et donc, on voudrait faire un focus sur ces outils-là, voir dans quelle mesure ils participent d'une dynamique vertueuse dans cette perspective-là. Donc, on a à la fois des enjeux de progrès sur les connaissances, de progrès dans les connaissances, sur les comportements, les outils, la consommation. On a des enjeux d'avancée méthodologique pour l'analyse et l'évaluation des interventions. Et on a l'enjeu de développer des équipements structurants pour développer des plateformes expérimentales, des bases de données, qui sont aussi des enjeux importants sur ce pilier-là. Peut-être que je saute celle-ci parce que ça redit la même chose que la diapo précédente. Voilà. Et donc, juste pour finir sur les projets ciblés, comme de la même manière sur le pilier microbiome, ont été construits après des consultations en visant des organismes et des équipes variées. On a dans ce pilier retenu 3 projets ciblés. Alors, le premier, qui s'appelle FoodX Tools, qui est un projet qui vise à concevoir et développer des dispositifs expérimentaux pour l'observation des comportements alimentaires en conditions réelles. Donc, l'idée, c'est de pouvoir tester des choses, non pas en laboratoire, mais dans des conditions de vie réelles. Et donc, c'est par exemple des cuisines expérimentales, des restaurants expérimentaux ou des développements d'outils qui vont permettre de faire des expérimentations avec les individus étant chez eux ou en magasin. Donc, des contextes qui se rapprochent des situations réelles de vie des personnes. Et donc là, on essaie de travailler sur le développement d'outils pour rendre possible ces expérimentations. Le deuxième projet ciblé s'appelle Interfood. Celui-là est centré sur la question de l'interopérabilité des bases de données alimentaires et de consommation, parce que face à ces enjeux-là, donc j'ai vraiment esquissé très rapidement, on a un vrai sujet qui est d'être en mesure de mobiliser des données et surtout de connecter des données hétérogènes, qui sont des données de caractérisation des aliments, leur valeur nutritionnelle, la teneur en contaminants, les ingrédients, leur mode de production, leur prix,
et aussi des données de consommation. Il y a des données de consommation qui viennent de cohortes, des données de consommation qui soient issues des enquêtes alimentaires, des données qui viennent des achats des consommateurs ou des expérimentations. Donc, il y a des sujets importants de bases de données hétérogènes à connecter. Et donc là, on a un travail sur ce sujet. Troisième projet ciblé, vous savez probablement aussi qu'il y a un point important qui concerne les départements et régions d'outre-mer. Il y a de vrais sujets de santé publique, de consommation alimentaire. Et donc, on voulait aussi travailler sur ces départements et régions d'outre-mer, avec la difficulté qu'on manque de données de consommation dans ces contextes-là. Et donc, il y a un projet ciblé qui va être destiné à ça, de tester la faisabilité et les outils pour développer des bases de données de comportement de consommation alimentaire en prenant dans cette étape-là le cas de la Réunion comme support. Et enfin, dernier projet ciblé, lui qui rejoint la problématique de lien avec les systèmes alimentaires territorialisés et l'offre alimentaire, et où là, on a aussi un souci de produire des bases de données de manière à pouvoir développer des travaux quantitatifs, statistiques, économétriques, pour évaluer ces différents sujets. Donc là, on a aussi un point plutôt quantitatif et de base de données. Je crois que c'est bon, Emmanuel. Ouais. Ah oui, donc, pardon, vas-y. C'était juste pour illustrer un des projets ciblés, mais c'est ce que je me rappelle plus qu'il y avait cette diapo. Donc, c'est pour vous dire, voilà, un des enjeux dans ces travaux-là, c'est d'arriver à mobiliser toute une série de bases de données qui caractérisent les aliments, contaminants chimiques, impacts environnementaux, ingrédients, valeurs nutritionnelles, et des données de consommation. Et là, on a des vrais enjeux méthodologiques et de plateforme pour être en mesure de connecter ça à des fins de recherche et des recherches que j'ai mentionnées dans les diapos précédents. Voilà. Bon, alors du coup, pour résumer les ambitions, enfin, prendre un peu de recul avec ces axes et expliquer les ambitions et les attentes liées au PEPR. Donc, bien sûr, il y a des attentes en termes de recherche et d'innovation, notamment, comme ça a été précisé par Evelyne, sur l'identification de biomarqueurs et le développement d'études de preuves de concept chez l'homme pour évaluer l'effet de stratégies de prévention ou d'intervention pour le contrôle des maladies chroniques liées au microbiote, en intégrant le comportement des individus vis-à-vis de leur consommation alimentaire, le développement d'une boîte à outils applicable dans la pratique clinique, c'est-à-dire par le praticien ou les professionnels de santé, pour le diagnostic et le monitoring de l'état de symbiose entre microbiote et hôte, et la mise à disposition de solutions thérapeutiques innovantes, qu'elles relèvent de la nutrition préventive ou thérapeutique basée sur des microbiothérapies, c'est-à-dire passant par des interventions au niveau du microbiome, et puis éclairer les politiques publiques et les actions des filières alimentaires par l'évaluation ex ante et ex post de leviers d'intervention de nature diverses, tels que mentionnés là dans les parenthèses. Les autres aspects qui sont peut-être plus généraux sont bien sûr de fédérer la recherche française dans ces domaines, structurer et impulser une recherche exploratoire, y compris avec des équipements partagés. Donc, ça a montré ça pour les projets ciblés, mais ça peut se généraliser à d'autres choses. Contribuer à renforcer le lien avec les industriels et les startups à travers des consortiums de valorisation, le consortium de valorisation Institut Public Sat et les relations qu'on va pouvoir avoir avec eux. Et puis, bien sûr, un volet qu'on ne présente pas aujourd'hui, je pense qu'on y reviendra, ainsi que sur d'autres actions lors d'autres webinaires, sur des aspects de communication, formation, éducation. Donc, diffuser les connaissances et puis peut-être préparer les citoyens, les professionnels de santé à mieux connaître le microbiome pour profiter des innovations dès leurs apparitions. Avec un enjeu important aujourd'hui, qui est qu'il y a beaucoup comme vous le savez tous, beaucoup d'informations qui sont disponibles à travers différents médias, mais que finalement, il
il y a un mélange entre des informations qui sont scientifiquement avérées, prouvées, construites, et d'autres types d'informations, et qu'aujourd'hui, les citoyens et même éventuellement les professionnels de santé font face un peu à ce mélange d'informations sans arriver à bien démêler le vrai du faux, disons. Voilà. Donc, du coup, on termine ici la présentation du programme du PEPR et des différents axes sur lesquels l'appel à projet est ouvert. Et Henri-Éric Spindler, hein, qui est responsable des actions alimentation durable. Et zut, le truc m'échappe. Pour Favorable. la santé. Favorable à la Favorable, santé. voilà, favorable à la santé. Va vous présenter, lui, plutôt l'appel à projet du PEPR tel qu'il est ouvert aujourd'hui. Donc, je passe la diapo suivante. Oui. Oui, deux mots de présentation. Donc, Eric Spindler, je suis professeur émérite à AgroParisTech et donc responsable action alimentation durable favorable à la santé. Donc, je vais vous présenter un peu le fonctionnement de la sélection de l'appel à projet et ensuite les différentes étapes jusqu'à la mise en œuvre des projets qui seront sélectionnés. Tout d'abord, cet appel à projet, au-delà du fait qu'il est dans le cadre du PEPR, fait partie de France 2030, hein, et donc l'objectif est d'encourager les priorités d'investissement pour répondre aux enjeux de transition de l'économie et du développement de notre société, sachant que le domaine de la santé a des impacts importants à la fois sur la société mais aussi sur l'économie. Ce qu'on cherche par ces financements, c'est d'obtenir des relais robustes de croissance économique, hein, par le transfert d'innovation. Et pour cela, eh bien, on va utiliser un certain nombre de leviers pour soutenir ces innovations. Ça va être tout d'abord la production de connaissances, et puis ensuite, petit à petit, on peut aller vers des démonstrations d'efficacité en situation réelle, les conditions du déploiement en lien avec les territoires, et puis favoriser une meilleure articulation entre l'amont et l'aval des politiques d'aide à l'innovation. Diapositive suivante. Donc, on a vu donc qu'il y a deux piliers, hein, dans le PEPR, avec aussi on demande aussi à ce qu'il y ait des propositions de projets à l'interface entre ces deux piliers. Le pilier, les projets du pilier microbiote et santé ayant des besoins d'expérimentation peuvent proposer un financement avec une borne plus élevée que celle des systèmes alimentaires, hein, où la partie expérimentation est moins coûteuse a priori que celle de microbiome et santé. Ensuite, on encourage vraiment la mise en place de projets à l'interface entre les deux piliers, même si on est bien conscient que c'est un peu plus compliqué que chacun des piliers indépendants. Alors, les projets attendus sont des projets de 3 à 5 ans avec des TRL qui vont de 2 à 6 et qui sont construits dans le cadre des PEPR sur des partenariats publics. Hein, des entreprises peuvent intervenir, mais elles doivent être sous-traitantes. Elles ne peuvent pas être partenaires des consortiums des projets. Cet appel à projet se fait en 2 étapes. Il y a tout d'abord une lettre d'intention, hein, dont la date butoir est le 9 novembre. Hein, et donc, cette lettre d'intention doit servir aux directrices et directeurs du PEPR d'organiser des webinaires, hein, pour faire des
un bilan des intentions, éventuellement de reconfigurer des projets en en associant certains, et d'émettre des recommandations. Cette étape n'est pas obligatoire pour déposer des projets complets, mais elle est fortement recommandée parce que ça peut permettre d'enrichir de façon appropriée les projets initialement proposés. Donc, les projets complets qui seront évalués par un comité scientifique international seront ensuite, je vais revenir un peu sur le processus de décision du financement de ces projets suite à l'évaluation scientifique. En fait, l'évaluation scientifique sera remise au directeur du PEPR qui le soumettra au comité interministériel de programme, ce qu'on appelle le CPMO. Les directeurs du PEPR, les directrices et directeurs du PEPR, peuvent argumenter sur la hiérarchie des projets qui seront notés comme excellents par le comité scientifique. Et ensuite, c'est le CPMO qui décidera en fait, des projets financés par la proposition au comité exécutif, qui est le comité exécutif du secrétariat général pour l'investissement qui dépend du Premier ministre. Diapositive suivante. Et donc, en fait, ce comité exécutif proposera ce financement au Premier ministre qui donnera sa signature sur le financement de ces projets. Donc, l'essentiel de la décision de financement vient de l'évaluation scientifique, mais il peut y avoir une hiérarchisation qui sera donnée dans un deuxième temps. Ce ne sera pas scientifique, ce sera plutôt stratégique. Donc, en termes de date, donc comme première échéance, le 9 novembre pour la lettre d'intention, 19 mars pour le projet complet. Le 19 mars, l'ANR doit recevoir avant 11 heures le document scientifique complet pour un projet qui aura une durée entre 3 et 5 ans, avec un financement qui sera suivant le type de projet au maximum de 1 million d'euros. Il s'agit de piliers système alimentaire et pour des projets d'un montant maximum de 1 à 2,5 millions d'euros pour les projets soit du pilier microbiote et santé, soit à l'interface entre système alimentaire et microbiote et santé. Il y aura plus de détails évidemment dans le règlement financier qui sera sur le site. Il n'est pas encore, mais il y est déjà, bon, donc il est sur le site. Voilà, un même responsable scientifique ne peut être porteur que d'un seul projet et il faut que l'établissement coordinateur soit un organisme de recherche. Alors, dans le cadre de France 2030, les financements ont un caractère exceptionnel. Ça ne peut pas être c'est pas un financement qui est amené à être prorogé sur des durées plus longues, sauf cas exceptionnels où on peut avoir des avenants de prolongation sans frais. Les financements alloués représentent des moyens supplémentaires
qui peuvent financer des projets de recherche, l'achat d'équipements, des dépenses de personnel. Les dépenses éligibles sont précisées dans le règlement financier, hein, qui est relatif aux modalités d'attribution des aides du présent appel, et c'est donc disponible sur le site de l'ANI. Alors, on demande à ce que soit signé un accord de consortium. Hein. On vous demande de donner une répartition de la dotation financière, de présenter dans le projet les tâches, les livrables, indiquant clairement un calendrier, hein, et aussi les moyens affectés à chaque tâche. Donc, demande pour le calendrier à ce qu'il y ait aussi des bornes, hein, qui soient bien définies. Chaque étape, à chaque fin de tâche, hein, on ait des bornes qui marquent la fin de la tâche, et avec des livrables correspondants. On vous demande dans l'accord de consortium que soient précisées les modalités scientifiques, techniques, financières d'accès aux ressources partagées, hein, en particulier quand il y a des plateformes qui sont utilisées. On vous demande aussi les modalités de valorisation des résultats, hein, c'est des choses importantes, hein, à l'issue des recherches de partage de propriété intellectuelle industrielle, quand il y en a. Hein. On vous demande que les publications suivent les règles de la science ouverte. Donc, pas forcément de publier dans des revues open source, hein, mais que quand ce n'est pas des revues open source, les dernières versions soient mises dans des banques comme HAL, de façon à ce que ce soit facilement accessible, interopérable et réutilisable. Donc, le dossier de soumission devra comporter l'ensemble des éléments nécessaires à l'évaluation scientifique et technique du projet, et aucun élément complémentaire ne pourra être accepté après la clôture de l'appel à projet. Particulièrement important. Voilà, on a rappelé les dates. Alors, il y a une petite erreur sur l'adresse. Hein. Le contact, c'est pepr-sans@anf.fr. On corrigera dans la version qui sera mise. Et il y a une petite erreur sur la date des projets complets parce que c'est 19 mars. Les 19. Oui. C'est ce qui est sur les autres diapos. Oui. On va mettre à jour la dernière slide et puis après on mettra à disposition en téléchargement sous format PDF cette présentation pour tous les déposants. Voilà. Parfait. On mettra toutes les informations à jour. Donc vous pourrez d'ici la fin de la journée ou demain retrouver cette présentation. Très bien. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des choses à ajouter ou est-ce qu'on peut passer à quelques questions? D'accord. Alors, on peut passer à la discussion du coup. Ouais. Alors, on a regroupé les questions un petit peu par thème. Si vous le voulez bien, on va commencer par les questions qui se rapportent plutôt à la direction de programme. Alors, donc j'ai une question. Bonjour, si l'on dispose d'une collection d'échantillons existante, est-ce valorisable pour le PEPR ou faut-il être prospectif avec de nouvelles cohortes collections? Alors, je vais faire une première réponse et puis Evelyne pourra compléter, parce que je vous dirai certainement des choses. On n'a pas d'a priori sur l'historique, disons, la date de collecte d'échantillons. Ce qui va être important dans le cadre du PEPR, c'est que ce soit vraiment important, intégré dans une problématique de recherche.
avec des questions scientifiques. Et quand même, ce qu'on demandera de préciser dans ce cas-là, ce qu'il est bon de préciser dans ce cas-là, sont les conditions dans lesquelles les échantillons ont été collectés et techniqués. Parce que, évidemment, dans le cadre du PEPR, on cherche à avoir le maximum de résultats qui puissent être comparés entre projets et aussi avec les données du projet ciblé sur les cohortes. Donc, voilà. Donc, bien sûr, si ça a été fait avec une référence, enfin une procédure, un standard operating procedure, des procédures qui ont été déjà validées et qui sont éventuellement référencées en tant que telles, il faut surtout le mentionner dans votre dossier parce que ça va être un élément qui sera important en fait. Voilà. Evelyne, je ne sais pas si tu veux Non. compléter. Tu as dit le principal, Emmanuel. Je pense que comme tout le monde connaît la problématique, hein, qu'il n'y a pas de protocole ou de modèle protocole euh, qui sont à retenue internationale, où tout le monde est d'accord. Donc, ce qui est important, c'est de nous donner le maximum d'informations sur le fait que, par rapport aux standards quand même qu'on arrive à trouver sur certains sites européens, finalement, le recueil d'échantillons et c'est fait de façon satisfaisante, ainsi que la partie de stockage de l'échantillon, pour être sûr que finalement, ce qui a été stocké soit exploitable pour des analyses omiques, métabolomiques. Après, je préciserai que nous, ce qu'on a été précisé par Eric, l'étape d'AMI, c'est essentiellement pour vous aider à compléter vos consortiums, à rapprocher certaines communautés, mais en aucun cas on évaluera. Donc cette partie d'évaluation, elle est réservée, comme l'a bien dit. Cette phase d'évaluation, comme l'a bien dit Eric, elle est réservée au jury international. Donc l'AMI est essentiellement fait pour mieux vous connaître, cartographier les forces, mieux orienter si on peut vos projets, indiquer effectivement aux projets ciblés qui accompagnent ce PEPR que ces forces existent, que vous pouvez finalement aussi consolider ces projets ciblés par vos apports personnels, mais c'est essentiellement ça notre travail au niveau de l'AMI. Je passe à la question suivante, Oui. qui demande si les projets concernant des microbiomes autres qu'intestinaux, par exemple le microbiome respiratoire, sont éligibles. Alors, c'est tout à fait éligible. Voilà, le PEPR a été construit. Alors, c'est vrai qu'il y a souvent les connaissances sur le microbiome intestinal sont plus développées. En tout cas, il y a plus d'historique d'études sur le microbiome intestinal bien souvent. Mais on a souhaité ne pas exclure d'autres microbiomes humains. Voilà. Par contre, évidemment, ces études-là sur d'autres microbiomes humains doivent aborder les priorités scientifiques qui sont dans les axes du métaprogramme. Une personne demande quelles sont les maladies chroniques éligibles. Alors, alors là aussi, on part sur quelque chose qui est a priori assez ouvert. Voilà. Maintenant, il y a, enfin, le budget du PEPR, même si c'est toujours très positif et impressionnant de se dire, waouh, il y a 60 millions. Finalement, dès qu'on a commencé à voilà, compter les sous, répartir les sous entre différentes actions et sur les appels à projets, ça ne va pas représenter non plus. C'est un budget dont on pense qu'il va être vite dépensé quand même. Donc, on prendra en compte quand même les grands programmes et notamment d'autres PEPR qui sont lancés sur des domaines proches.
Et voilà, donc c'est assez ouvert, c'est pas exclu. Maintenant, il peut y avoir des aspects, bon, par exemple, où il y a d'autres PEPR, par exemple sur les maladies neuropsychiatriques, où on espère qu'on aura une étape de discussion pour essayer de voir comment on peut financer au mieux, quoi. Mais a priori, ne vous limitez pas sur les propositions. Après, c'est à nous de gérer, si je puis dire. Evelyne, Oui, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque oui, chose. non, mais c'est ce qu'on a discuté et qu'on est en train de discuter justement avec, comme il y a d'autres PEPR, soit de stratégie d'accélération, soit des PEPR exploratoires. Entre porteurs, on a des réunions et on est en train de voir des liens communs. Donc, les amis ne sont pas exactement aux mêmes dates, mais décalés d'un an. Et on devrait discuter évidemment avec l'ANR de savoir effectivement comment des projets qui sont franchement et logiquement en fait euh, à cheval, une façon de parler, Interface, entre ouais, les deux, un une peu dans le interface lien. entre deux PEPR, de voir comment on fait et comment ces projets-là, s'ils sont excellents, peuvent être financés. Donc, comme dit Emmanuel, à ce stade, l'AMI, évidemment, je suis conscient on est conscient que ça demande du travail de rédiger ces 5 pages, mais honnêtement, allez-y, rédigez, parce que c'est avec le fruit de du travail que vous allez fournir que nous, on aura davantage de poids pour discuter et de démontrer qu'il y a des interfaces et qu'il y a des projets qui doivent s'ouvrir et être partagés avec d'autres PEPR. Je ne sais pas si nous avons été clairs pour répondre à la personne qui a posé la question. Voilà, si besoin de précision d'ici la fin du webinaire, vous pouvez tout à fait déposer une question supplémentaire, demande de précision. Donc j'ai une autre question concernant l'éligibilité. Les problèmes alimentaires de type sous-nutrition sont-ils éligibles? Oui, Georges, je te laisse répondre. En fait, c'est des problèmes qui peuvent être abordés sur chacun des piliers. Donc, peut-être pour la partie, parce qu'il y a des liens sous-nutrition et microbiote. Donc, oui, je pense, le PEPR microbiome et santé, c'est des Je choses réponds. qui sont éligibles. Et je vais laisser Louis-Georges poursuivre. Oui, parce que j'imagine que vous faites référence soit à des populations âgées, soit à des catégories particulières confrontées à des fortes contraintes alimentaires. Donc, oui, c'est éligible. Pour le pilier voilà, système alimentaire, c'est avec l'idée que donc ce serait sur des populations ciblées, j'imagine, et du coup avec derrière, quels seraient les outils, les démarches permettant de faire évoluer les comportements alimentaires dans ces populations-là. Donc si c'est un aspect plutôt mesure impact de santé microbiote, c'est plutôt sur le pilier 1. Si c'est les déterminants des comportements et comment, par exemple, faciliter dans ces populations dénutries un changement de comportement alimentaire, ça peut être embarqué à l'interface des deux piliers d'ailleurs, mais Voilà. aussi dans le pilier système alimentaire. Mais là, pour le coup, c'est un exemple qui pourrait être assez bien positionné sur l'interface des deux piliers, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais compléter. Evelyne, tu veux... Non, non, mais je vous suis tout à fait. Je pense que ça fait partie de l'appel à projet, bien évidemment. Et je préférais que ça soit Louis-Georges qui me précise. Question. La thématique antibiorésistance et microbiote entre-elles dans l'appel à projet? Ah, alors ça, c'est pour Evelyne, qui est responsable du PPR antibiorésistance. Alors, déjà, dans le cadre du PPR antibiorésistance, on a financé au moins un projet. Il y a un projet lauréat qui est sur résistance et microbiote, si je ne me trompe pas. Après, bon, honnêtement, si effectivement le projet vise à montrer comment une bactérie devient pathogène et perturbe l'équilibre du microbiote en lui-même, la proposition peut rentrer. Donc, ça va peut-être pour moi au-delà du problème antibiorésistance.
Très bien. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions pour la direction de programme. On va peut-être passer aux questions pour, le côté ANR. Alors, j'ai une question. Peut-on inclure l'équipement dans les coûts? Peut-on avoir des partenaires privés hors prestation de service? Du coup, oui, on peut inclure l'équipement dans les coûts et un partenaire privé peut être partenaire, mais ne peut pas être financé par l'ANR hors prestation de service. Est-ce que les salaires non CDD sont éligibles? Oui, des salaires non CDD peuvent être financés par l'ANR, notamment les doctorants, les postdocs. Euh, Dans la lettre d'intention limitée à 5 pages, peut-on inclure annexe pour les figures, pour des figures, tableaux, etc. Non, c'est limité à 5 pages au maximum. Un responsable scientifique peut-il intervenir dans plusieurs projets? Alors, du coup, un responsable scientifique peut, alors, du coup, il peut être resté d'un seul projet, mais il peut intervenir dans plusieurs projets. Dans la limite de 30% de son temps de travail. Euh, alors, est-ce qu'il est nécessaire de proposer un accord de consortium dès la lettre d'intention? Non, c'est pas nécessaire. Ce sera nécessaire lors de la contractualisation si le projet est sélectionné. Est-ce que l'établissement coordinateur est gestionnaire de tous les fonds? Oui, c'est un coordinateur qui gère tous les fonds et qui va dispatcher l'argent aux différents partenaires. D'accord. S'agissant des partenaires, y a-t-il un nombre minimal de partenaires? Non. Non, il n'y a pas de... Pas de nombre minimal. Et peut-on envisager des coportages? Non, pour chaque projet, il peut n'y avoir qu'un seul porteur de projet. Très bien. Et un seul institut, c'est pour assurer la gestion, je suppose, derrière. Il y a un seul institut, oui. Un seul institut qui est coordinateur. Mm. Un CHU peut-il être porteur? Oui, un CHU peut être porté, pas de souci. Alors, donc j'ai une question sur les ITA et ITAI sont-ils éligibles? Alors, ils sont éligibles dans la mesure où, dans leur statut, il y a une vocation de recherche. En fait, il faut ce soit des instituts de recherche. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Je ne sais pas si parmi les participants, vous avez d'autres interrogations, c'est le moment. Une Alors, question de Marianne. une nouvelle question. Les projets proposés peuvent-ils correspondre à un budget minimal? Les projets. En fait, l'idée, c'est quand même de faire des consortiums. Donc, c'est pour ça qu'on a, enfin, du côté du pilier microbiome et santé, on a une fourchette assez large, entre 1 million et 1,5 million. 2,5 millions. 2,5 millions, oui, c'est 1 million et 2,5 millions. Donc, mais l'idée des projets qui sont soumis dans le cadre du PEPR, mais l'ANR pourra confirmer, c'est de ne pas avoir des projets classiques de l'ANR, hein, c'est des projets de consortia. C'est ça qui peut les différencier, mais l'ANR devrait peut-être mieux répondre que moi, ou confirmer. Des projets France 2030, c'est vraiment d'avoir des projets multidisciplinaires avec un consortium relativement important. C'est vraiment l'esprit de France 2030. Alors, sur le pilier système alimentaire, donc on a mis un max de 1 million. On n'a pas mis de mine de minimum. Alors, c'est avec l'idée quand même de ce que vient de dire Eric, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment un consortium structurant. On est quand même souvent dans des sujets qui sont plutôt des sciences sociales, donc ils ont la chance d'être un peu moins coûteux que d'autres disciplines. Et donc, du coup, il peut y avoir des projets qui sont des montants
plus faible qu'1 million. Mais effectivement, l'enjeu, c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez structurant quand même. D'autres questions pour l'ANR. Un ingénieur peut-il être porteur? Oui, un ingénieur peut être porteur dans le projet. Alors, une longue question. Un budget doit-il être indiqué au moment de la lettre d'intention? Peut-il être largement modifié au moment du dépôt final? D'autant que les partenaires ne sont pas tous forcément identifiés au stade de la lettre. Alors, oui, un budget doit être indiqué au moment de la date d'intention. Le montant peut être modifié, bien entendu, lors du dépôt final, mais s'il est bien argumenté, voilà. Si l'augmentation est bien, euh, Expliquer. est bien expliquée. Exactement. Donc, clairement, un projet qui se reconfigure ou qui inclut des partenaires additionnels, il suffit juste de l'expliquer, enfin de l'écrire, et c'est une très bonne justification en soi, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vais faire une remarque sur la sélection par le jury international. J'y reviendrai sans doute après la lettre d'intention, hein, mais le jury international, il note sur 4 critères importants. Évidemment, l'excellence scientifique, évidemment, le consortium et sa capacité à faire le travail proposé. Mais il y a 2 autres critères qui sont particulièrement importants pour ces jurys internationaux. C'est évidemment la conduite de projet, mais aussi l'impact du projet, hein. Et ça, c'est particulier à France 2030, hein. On accorde beaucoup d'importance à l'impact du projet, hein. Donc, ces 4 points, faut vraiment qu'ils soient bien argumentés dans les projets, hein. Et ça peut être préparé déjà au niveau de la lettre d'intention. Au sujet de la lettre d'intention, on nous demande s'il faut argumenter, ne serait-ce que brièvement, le budget dans cette lettre d'intention. Si vous le souhaitez, c'est un point qu'on a discuté plusieurs fois. On n'a pas demandé beaucoup de détails sur le budget pour la lettre d'intention, considérant qu'effectivement, il y avait des projets qui étaient susceptibles d'évoluer entre la lettre d'intention et le projet complet qui sera déposé en mars. Donc, on ne souhaitait pas faire perdre du temps aux personnes, si je puis dire, c'est-à-dire justifier déjà un premier budget et puis finalement tout remodifier pour le projet complet. Si vous êtes assez convaincu d'avoir, enfin, si vous pensez avoir des choses à dire sur le budget, ben, vous le faites, mais toujours en restant dans les limites de taille des lettres d'intention. Les associations peuvent-elles faire partie du projet? Certaines associations peuvent faire partie du projet, peuvent demander de l'aide de l'ANR si ce sont des associations dédiées à la recherche, au travail de recherche, notamment la publication d'articles, d'organisation de séminaires. Mais le mieux, c'est que vous nous posez cette question sur la boîte générique de cet appel à projet. Comme ça, nous, on peut vérifier avec le service juridique de l'ANR pour voir si c'est bien une association dédiée à la recherche. Y a-t-il un nombre minimum d'équipes dans le consortium? Alors, 2. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment mis un minimum, enfin, on n'a pas raisonné comme ça. Ce qui a été rappelé, c'est que dans les objectifs du PEPR, il y a un aspect de structuration de communautés nationales et un aspect aussi de développement d'interdisciplinarité. Donc, voilà, en ayant ça en tête, il semble difficile d'avoir uniquement, enfin, a priori, c'est peut-être que vous avez un très bon projet comme ça, mais disons qu'a priori, la recommandation, ça serait quand même d'éviter les projets à 2 unités uniquement, à moins de laboratoires, à moins vraiment qu'il y ait d'excellentes raisons pour ça, qui soient parfaitement justifiées sur les aspects scientifiques. Mais ça, typiquement, c'est des choses, si vous déposez une lettre d'intention, c'est des choses sur lesquelles on pourra regarder et éventuellement vous alerter si à la lecture de la lettre d'intention, on considère qu'il y a
un risque fort, hein, si le nombre d'équipes est limité. Et à contrario, y a-t-il un nombre maximum d'équipes? Non, non plus. Question pour l'ANR. Le porteur du PEP du projet peut-il être aussi porteur d'un projet ANR issu d'un appel générique, dont celui de 2024? Oui, il peut être toujours dans la limite de 30% de son temps de travail. Question. Est-ce que les 5 pages de la lettre d'intention incluent les 3 premières pages de la lettre type? Alors, je suppose que ce sont les pages avec les renseignements un peu plus administratifs. Donc non, c'est pas inclus. Je crois que c'est précisé dans le formulaire. Pas d'autres questions pour le moment. Si. Alors, est-ce que l'implication d'industriels start-up est un attendu important? Disons que ça, enfin ça, voilà, on n'a pas d'a priori là-dessus. Si c'est un atout pour le projet et si ça permet au projet d'aller plus loin, bien évidemment, il faut pas l'exclure. Maintenant, c'est pas utile de rajouter des industriels ou startups juste pour en ajouter, quoi. Il y a vraiment, c'est vraiment sur l'appel à projet, comme le rappelait tout à l'heure Eric, hein, il y a des aspects d'excellence scientifique qui vont être évalués par un jury international qui est nommé, enfin constitué par l'ANR, donc qui est complètement indépendant du PEPR. Donc c'est vraiment le même type d'évaluation que les appels à projets génériques. Et du coup, ben, voilà, je pense que les critères d'excellence scientifique et comment dirais-je, complémentarité du consortium, de qualité du consortium, sont des critères qui sont importants, plus que le fait de faire participer des industriels. Mais s'ils contribuent effectivement à la qualité de ce consortium, à la qualité du projet qui a un apport, il ne faut pas hésiter non plus, quoi. Pas de questions supplémentaires. Voilà, alors par rapport à cette dernière question, on voit qui tend vers les aspects de transfert et d'innovation. Du coup, j'en profite pour ajouter que dans le cadre du PEPR, il y aura un chargé d'innovation et de valorisation qui sera recruté et qui fera le lien entre les projets, les porteurs de projets et le consortium Astragal. Le consortium Astragal étant donc un des instruments de la stratégie nationale d'accélération qui implique un certain nombre de filiales transferts, hein, notamment de l'INSERM, INSERM Transfer, INRA Transfer et les SAT, et qui est doté d'un budget spécifique pour prendre en charge les aspects de prématuration et faciliter la maturation des innovations. Donc, il y aura aussi ce dispositif qui va permettre de transformer, enfin de faire aller plus loin, de transférer des résultats du PEPR ou de projets du PEPR ou de la communauté scientifique associée au PEPR. Et je voulais juste rajouter quelque chose dans la présentation tout à l'heure. On a omis de vous indiquer qu'il y aura aussi un appel cher, parce qu'on pense que c'est important de renforcer aussi au niveau ressources humaines qui devrait être lancé début 2024 sous forme d'amis au départ, et puis de reprise
d'un projet plus final. L'AMI sera surtout essentiellement une analyse du CV des candidats et donc derrière le projet qui associera donc la sélection de ces lauréats et qui devront déposer un projet en fonction avec l'unité d'accueil, pour être clair. C'est pas du tout les CPJ, hein, c'est un peu différent des CPJ. C'est des chaires qui sont là pour consolider le domaine. Alors, nouvelle question. Concernant le porteur du projet, y a-t-il des critères limitants ou à l'inverse attendus, comme l'ancienneté, la tutelle, la fonction? Non, il n'y a pas de critères limitants. Et non, Et attendu. et attendu non plus. Donc, pas de critères limitants, pas de critères attendus. Et je n'avons pas de nouvelles questions. Je suppose qu'on s'arrête là, si c'est bon pour vous. Sachant que, effectivement, comme mon collègue vient de le rappeler, si vous avez la moindre question qui arrive à votre esprit dans les prochains jours, n'hésitez pas à l'écrire à l'adresse générique pepr-sams@aner.fr et puis voilà, les collègues répondront. Je rappelle que la présentation à la fois vidéo et PowerPoint sera disponible sur la page de l'appel à projet pour que vous puissiez en prendre connaissance à nouveau si besoin. Euh, et, nous vous souhaitons une très bonne journée et vous remercions de votre attention. Merci beaucoup à tous. Merci, au revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir.